La victime, c'est pas moi, hein, c'est elle. Moi, c'est rien ce que je ressens, le pire, c'est elle, c'est tout ce qu'elle a vécu, toutes ces sa dernière heure, elle a dû être horrible, terrible. Pour elle, ça a dû être... elle a dû se demander ce qui lui arrivait, que c'était pas possible, c'est ce qui me fait le plus mal, à moi. Marie-Pierre Bazier, une petite bonne femme que personne ne connaissait, que l'horreur a failli balayer, mais qui s'est relevée pour se battre et gagner. Grâce à elle, aujourd'hui, des criminels sont reconnus, retrouvés et punis, mais il lui a fallu d'abord passer par l'enfer. Un soir d'octobre 96, à Compiègne, un homme, non, une sorte de monstre, lui a volé son enfant, sa fille, pour la souiller, la violer, la poignarder, puis la décapiter. Toute la France en a été saisie d'effroi. Cet enfant s'appelait Angélique. Décrire Angélique, c'est facile parce que c'était déjà une petite fille très agréable et elle était un peu boudineuse. Par contre, bon, fallait pas trop la contrarier, même toute petite, quand elle n'avait pas quelque chose. Bon, elle allait faire son petit boudin dans son coin et puis après elle revenait. Mais sinon, elle était agréable. C'est pour ça que j'ai jamais eu besoin de crier sur elle, parce que j'avais jamais rien à lui reprocher. Elle adorait sa famille. J'étais très complice avec elle. On n'avait que 12 ans d'écart en fait. C'était plus ma petite sœur que ma nièce. Elle était toujours souriante. Quand elle souriait, elle avait 2 petites fossettes là, toujours, ça c'est de son père. Après, en grandissant, elle a eu bien sûr des copains, des petits copains, ses copines. Elle a commencé à sortir. Voilà, c'était une copine avec qui on avait envie d'être, parce qu'elle respirait la joie, on s'entendait super bien, on pouvait se confier. On était une petite bande d'amis comme ça, où on était très liés. Angélique, c'était une belle personne, c'était vraiment quelqu'un de gentil, de dévoué. Elle était toujours là pour aider ses amis et c'était quelqu'un de bien. On était super proches. Moi, c'est ma fille, mais c'était ma copine, c'était ma confidente, mais restait toujours ce respect qu'elle avait vis-à-vis de moi en tant que maman. Angélique et sa mère. Une bien longue histoire, une belle histoire. Elles étaient très très complices. Très complice. Même plus grande, elle s'habillait, elle s'échangeait les vêtements. Une mère et une fille, mais fusionnelle, c'était vraiment fusionnel. C'est ce qui me manque en fait, voilà, bon, bien sûr Angélique, me manque. Mais ce rapport-là que j'avais et que je souhaite à toutes les mamans d'avoir avec leurs filles. En fait, à l'époque, Angélique était une jeune fille épanouie et pleine de vie. C'était la fierté de ses parents. À tout juste 18 ans, elle venait d'avoir son bac pour suivre ses cours à l'université à Amiens. Elle venait de s'installer dans un petit studio. C'était le début de sa vie d'adulte. Alors le samedi, donc 12 octobre 96, en fait c'était l'anniversaire de sa meilleure amie et elle était rentrée exprès d'Amiens, Angélique, pour l'anniversaire de sa copine et alors qu'elle ne devait pas rentrer. Angélique n'avait pas prévu de rentrer du tout. Son amie Nathalie l'a tarabusquée au téléphone parce que justement c'était son anniversaire et qu'il fallait absolument qu'elle vienne. Je suis rentrée le soir, Angélique était déjà partie, donc il était à peu près 20h. Angélique était déjà partie, elle m'avait laissé un petit mot sur la table, t'inquiète pas, je suis à la petite salle pour l'anniversaire de ma copine. Tout se déroulait bien, il y avait dans une ambiance joyeuse, rigolote, on discutait, on s'amusait. Angélique a l'habitude, rigolait, souriait. À la fin de la soirée, tout le groupe se divise en 2 sous-groupes, quoi. Un groupe qui décide d'aller en boîte, donc avec Angélique, sa meilleure amie et puis les potes, et un autre groupe qui décide de ne pas y aller, de rentrer chez eux, quoi. Donc moi je faisais partie de ce groupe qui décidait de ne pas aller en boîte. J'aurais bien aimé les suivre également, mais bon, j'avais un petit ami à l'époque et lui n'étant pas là, j'ai décidé de pas me rendre dans cette discothèque avec eux. Donc le groupe qui décidait d'aller en boîte, donc comme ils avaient un petit peu bu, Angélique et sa meilleure amie décident de ne pas aller en voiture avec eux. Elles étaient très prenantes, quoi. Et puis à minuit, moins le quart, moins 10, je la vois arriver dans le coin comme ça, tout doucement. Elle me dit « Maman, oui,
tu peux pas nous emmener s'il te plaît au City parce que les garçons ils ont pas mal bu et je veux pas monter avec eux en voiture. Oui, bien sûr que je vais vous emmener. Donc j'ai emmené Angélique et sa copine devant le City. La dernière image que j'ai d'Angélique, oui, c'est le petit coucou, le bisou, salut, à demain. Du coup, je l'ai vue rentrer, elle a fait la bise au videur parce qu'elle le connaissait très bien. Elle est rentrée, je suis partie et c'est fini. C'est la dernière fois que j'ai vu Angélique. Violente. Marie-Pierre n'oubliera jamais le sourire de sa fille Angélique ce soir-là. Angélique, joyeuse, entourée de ses amis, allait poursuivre la soirée d'anniversaire au City Hall. C'est une discothèque fréquentée par beaucoup de jeunes à Compiègne. Le lendemain matin, mon mari me réveille en me disant Angélique, elle n'est pas rentrée, les clés ne sont pas sur la porte. Je dis ça y est, elle a encore oublié ses clés. Elle a dû aller dormir chez Nathalie. Donc j'appelle la maman de sa copine qui habite à côté de la maison. Je lui dis, les filles, elles sont rentrées parce que je suppose qu'Angélique a encore oublié ses clés. Moi, elle n'est pas rentrée. Et là, donc la maman de sa copine me dit, écoute, moi j'ai ma fille, mais Angélique, elle n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? Elle est où? Écoute, je ne sais pas. Je dis, tu me réveilles ta fille et puis tu vas lui demander. Oui, mais moi je suis rentrée avant, raconte-t-elle. Je suis rentrée avant. Angélique a été dans la discothèque, je ne sais pas. Oula, je dis, bon, il va falloir la trouver quand même. Donc je prends mon petit répertoire, le petit répertoire d'Angélique. Je regarde un peu les numéros de téléphone de ses copains, j'appelle. On lui répond que non, on ne l'a pas vue. Et c'est là que ça nous pose un gros hic parce que Angélique avait l'habitude de rentrer chez elle, avait l'habitude de prévenir. Et donc là, en fait, on commence un peu à paniquer, à se demander où aller. Tout le monde me dit non, Angélique n'est pas là, Angélique n'est pas là, Angélique n'est pas là. Il s'est passé quelque chose dans la discothèque. Oh oui, elle s'est disputée avec sa copine comme d'habitude. Angélique et sa meilleure amie se sont disputées. Alors le sujet de la dispute, je ne sais plus trop. Et donc cette meilleure amie a décidé de rentrer toute seule de son côté avec un ami et de laisser Angélique dans cette discothèque. Plus j'avais d'explications, plus ses copains me donnaient d'explications, plus je disais mais oula, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Elle est où? Au fil des heures, la mère d'Angélique s'angoisse de plus en plus. Elle cherche désespérément une trace de sa fille. Mais ce qu'elle ne peut pas deviner, c'est qu'au même moment, le téléphone sonne à la gendarmerie de Compiègne. Au bout du fil, un homme, il paraît affolé. C'est un cycliste, il raconte aux gendarmes qu'il faisait du VTT en forêt de Compiègne. Alors qu'il traversait cette forêt, son regard a été attiré par une forme allongée, bizarrement, sur l'espèce de fossé qui longe la route. L'homme s'est arrêté, il s'est approché. Là, devant lui, l'horreur. C'était un corps humain, sanglant, déchiqueté, qui gisait là, sur le bas-côté. Un corps, en forêt de Compiègne. Aussitôt, les gendarmes, suivis de la police scientifique, se sont rendus sur les lieux. La scène qui s'expose en fait aux yeux de tous ceux qui vont se retrouver sur place, est une scène particulièrement abominable. C'est-à-dire qu'on découvre le corps d'une toute jeune fille, allongée, avec surtout ce qui frappe tous ceux qui l'ont vue, une tentative de décapitation, c'est-à-dire que la tête se trouve, c'est pas totalement séparée, mais en phase de séparation du corps. Il faut vous imaginer que nous sommes en 1996 et qu'en France, en 1996, la police scientifique et technique est encore à ses balbutiements. Ce qui fait qu'on ne sécurise pas la scène de crime, comme on pourrait la sécuriser aujourd'hui. Je crois surtout que ce qui monopolisait leur regard, c'était d'essayer de retrouver l'arme du crime, c'est-à-dire quelque chose qui pouvait s'apparenter à une arme de crime. Ils vont trouver un couteau qui, en tout cas pour eux, pourrait signifier quelque chose. Donc ce couteau-là, ils vont le ramasser. Comme ils vont ramasser une bouteille de whisky, si mes souvenirs sont bons, et d'autres éléments comme ça. La police continue de ratisser la scène de crime et de procéder aux premières constatations. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la mère, qui n'en peut plus de chercher sa fille, décide de se rendre à la gendarmerie. En fait, au commissariat, on me demande si j'ai une photo d'Angélique. Donc, moi, dans mon sac, j'en avais une, je leur montre. Et là, j'entends un officier de police qui dit « Oui, c'est elle ». Oui, c'est elle, c'est elle.
C'est elle quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est fait arrêter. Moi, je pense pas du tout à ce qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Pour moi, je sais pas. Elle s'est peut-être fait arrêter, puis je sais pas. Donc j'attends sagement à l'accueil du commissariat. À l'accueil du commissariat. Et personne vient me voir. Donc, au bout d'un temps vraiment qui m'a paru vraiment, mais vraiment, vraiment interminable, j'ai enfin un policier qui vient me chercher, qui m'emmène dans son bureau et qui me dit, voilà, on a retrouvé votre fille, elle est morte, sans plus de... Et là, je dis, ok, je me dis, bon, c'est pas à moi qu'il est en train de parler, là, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver à ma fille, c'est impossible. Le cadavre découvert en forêt de Compiègne est donc identifié, il s'agit bien d'Angélique Dumez. L'autopsie va rapidement révéler plusieurs informations. D'abord, l'acharnement du tueur. La jeune fille a été poignardée de nombreux coups de couteau. Ensuite, il apparaît que la tentative de décapitation a été effectuée post-mortem, après la mort. Ensuite encore, ces blessures ont été faites à l'aide d'un couteau extrêmement tranchant, un couteau dont la lame pourrait être semblable à celle du couteau de cuisine retrouvé sur la scène de crime. Enfin, le légiste va découvrir de nombreuses traces de défense sur les mains d'Angélique, signe qu'elle s'est défendue, qu'elle a tenté jusqu'au bout, désespérément, de sauver sa vie. Marie-Pierre Mazier va apprendre aussi, et cela, ça ajoute à sa douleur, que Angélique a été brutalement violée avant d'être assassinée. Des traces de sperme ont été retrouvées. Ces traces, ce prélèvement sera paradoxalement, vous allez voir, une vraie chance pour l'avenir, car qui dit prélèvement dit ADN, c'est l'un des premiers enregistré dans l'histoire criminelle française. En somme, la carte d'identité de l'assassin, à condition, bien entendu, de savoir la lire. Mais à l'époque, en 1996, il n'existe pas, comme aujourd'hui, un fichier général d'empreintes génétiques, donc l'ADN conservé avec soin reste une clé dont on ne connaît pas la serrure. En prenant connaissance des détails du supplice d'Angélique, sa mère, ses amis, sont évidemment sous le choc. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de savoir tout ce que ma fille avait subi. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus terrible. Moi, je dis toujours, s'il avait voulu la violer, c'est dur ce que je vais dire, s'il avait voulu la violer, qu'il la viole, mais qu'il me la laisse en vie. Nous, on l'aurait aidée, on l'aurait reconstruite, on était là pour elle, on aurait été là. Là, pourquoi est-ce que il est allé jusque tout ça, quoi, ma pauvre petite nénette, elle était toute seule, dans le froid, dans le noir, en face d'un mec qui était complètement barge. Et comment il a dû avoir peur. C'est de la folie, quoi. C'est un monstre, c'est un animal. Celui qui a fait ça, c'est pas humain, quoi. C'est pas possible. Je peux même pas imaginer. Même pas imaginer. On a souffert combien de temps? Et puis je l'imaginais dire m'appeler, enfin crier. C'était horrible. C'est même encore maintenant. Hein. Quelquefois, quand j'arrive pas à dormir, je dis mais comment elle a dû avoir peur, pauvre petite mère, elle a dû avoir peur. Quand on voit comment il s'est acharné sur elle, j'ai pas voulu aller la voir moi, parce que justement, en entendant tout ce qu'elle avait subi, je voulais pas garder cette vision de ce qu'il lui avait fait lui. Et donc arrive le samedi de son enterrement, et là je la vois, on va au funérarium, et là je vois que c'est elle, quoi. C'est là où j'ai vu vraiment que c'était elle. Et je voulais la prendre, je voulais la toucher, on m'a interdit. On m'a interdit de la toucher parce que, de par ses blessures qu'elle avait reçues, c'était tellement important qu'il fallait pas la toucher, quoi. On y avait mis un truc comme ça là autour du cou parce qu'on pouvait pas la toucher.
et j'ai pas pu l'embrasser. Qu'est-il donc arrivé à Angélique? Qui peut bien être ce tueur barbare? À cet instant de l'enquête, le seul élément concret est donc cet ADN qu'on sait lire, mais qu'on ne peut utiliser. La seule chose à faire est de comparer cet ADN avec celui des proches de la jeune fille. La piste de l'entourage est toujours la première porte à refermer. Les enquêteurs vont rapidement se dire que le seul moyen d'essayer de remonter à son agresseur, c'est finalement d'enquêter sur la vie d'Angélique. Le fait qu'en plus il y ait eu cette tentative de décapitation fait que très rapidement les enquêteurs vont imaginer qu'elle devait connaître son agresseur puisqu'on a peut-être tenté par là de retarder son identification et donc il est très important d'enquêter sur sa vie. Tous les copains d'Angélique, alors ceux qui étaient dans la discothèque avec elle ce soir-là, vont être entendus par les policiers et vont avoir un prélèvement ADN. Ensuite, ils vont élargir aux autres copains, à toute la petite bande là qu'ils étaient tout le temps dans le quartier. Donc je suis allé là-bas, on m'a donné le petit coton-tige, j'ai frotté comme dans les experts à la télé, quoi. J'ai frotté dans ma bouche, je leur ai donné dans le tube, ils ont fait une analyse. Ils m'ont demandé de reparler de ma version des faits, jusqu'à quelle heure on était avec elle. Si on n'était pas avec elle, est-ce qu'on était avec quelqu'un d'autre qui pouvait accréditer ce qu'on disait? Tout le monde est suspecté, tout le monde. C'est logique, pour nous c'était logique. Tous les prélèvements sur les garçons de l'entourage d'Angélique reviennent négatifs. Son assassin ne fait donc pas partie de ses amis proches. Les enquêteurs vont alors tenter d'identifier tous les clients ce soir-là de la discothèque, car c'est là-bas qu'on voit Angélique vivante pour la dernière fois. L'idée est toujours la même, comparer leur ADN à celui conservé dans le dossier. La PJ de Creil a fait, c'est vrai, un excellent travail. C'est-à-dire ils ont réussi à retrouver, alors je vais dire à 10 personnes près, tous ceux qui étaient dans la discothèque ce soir-là. On parle d'environ plus de 300 personnes. Pour les personnes qui étaient dans la boîte de nuit, les enquêteurs sont partis des relevés de carte bleue, enfin des talons de carte bleue, sont partis également des chéquiers, mais sont également partis de la recette en espèces de la soirée pour essayer d'appréhender combien de personnes avaient pu payer en espèces. Et donc au travers également des interrogatoires qu'ils menaient vis-à-vis de toutes les personnes qui étaient entendues et retrouvées grâce à la carte bleue, on leur demandait, mais alors vous êtes venu avec un tel et est-ce qu'il a payé en espèces? Bon, très bien. Et comme ça, on cochait. Et ce, afin d'être certain d'avoir toute la population de la boîte de nuit. Ça représente des heures et des heures d'interrogatoire. Mais ce travail fastidieux, colossal des enquêteurs ne donne aucun résultat. L'agresseur d'Angélique n'était donc ni un proche, ni un client de la discothèque. Où et quand Angélique a-t-elle donc croisé le chemin de son bourreau? Souvenez-vous, la dernière trace qu'on a d'elle vivante, c'est lorsque ses amis quittent la discothèque après leur dispute, une dispute dont on ne connaîtra jamais trop la raison d'ailleurs. À ce moment-là, on perd complètement, on perd Angélique. On ne sait pas où est-ce qu'elle est, ce qu'elle a fait, on ne sait pas. Le videur nous dit, non, moi j'ai pas vu sortir, de toute façon j'étais en train d'embrasser ma copine, je sais pas, je l'ai pas vu sortir. On perd sa trace complètement. Alors il faut peut-être que je vous parle du City Hall. Le City Hall est une boîte de nuit qui, de par sa situation géographique dans Compiègne, elle offre un sentiment de sécurité. Elle est à 2 pas de l'hôtel de ville, elle est en plein centre-ville, elle est éclairée, il y a toujours du monde qui va, qui vient. Il n'y a que des rues piétonnes, c'est éclairé par des lampadaires, c'est vraiment un endroit tranquille, quoi. Donc on ne sait pas si elle est partie seule ou accompagnée. Ça, c'est ce qu'on a su au début, de par le témoignage du videur de la discothèque. Parce qu'il faut savoir que le patron de la discothèque avait dit à ses employés « il ne s'est rien passé dans la boîte, hein, c'est clair. Donc il ne s'est rien passé, donc j'ai pas vu Angélique sortir. » Donc ce videur, il a été interrogé par la PJ de Creil. Ils ont réinterrogé ce videur. Et là, il a dit « bah oui, effectivement, j'ai bien vu Angélique sortir, il était environ 4h moins le quart du matin. Elle m'a dit, je reviens, et elle a tourné, donc en sortant de la discothèque à gauche, du côté du parking, du grand parking qu'il y a là, à côté du cinéma. Et elle n'est jamais revenue. D'après le videur de la boîte de nuit,
Angélique s'est donc dirigée vers la gauche en sortant de la discothèque. Or, pour rentrer chez elle, si Angélique avait décidé de rentrer chez elle, elle aurait dû tourner à droite. En fait, les enquêteurs ne vont pas tarder à comprendre pourquoi Angélique s'est dirigée vers la gauche. C'est justement dans cette direction que se trouve le parking où était garée la voiture de ses amis. Je pense qu'elle est sortie pour voir si Nathalie n'était pas dehors, pour voir si sa copine n'était pas dehors. Quand elles se sont disputées, je pense que Nathalie, elle n'a pas dû lui dire qu'elle partait. Et Angélique, elle s'est dit, oh là, mais il en manque une, elle est où? Et donc elle est sortie. Je ne vois pas pourquoi. Il n'y a aucune raison vraiment valable pour qu'elle sorte. Ou éventuellement, elle est téléphonée à sa mère pour qu'elle puisse venir la chercher pour rentrer chez elle. N'ayant pas de portable, les portables n'étaient pas encore d'actualité comme son actualité aujourd'hui, Angélique serait sortie en dehors de cette discothèque pour aller rejoindre une cabine téléphonique. Je pense qu'il n'y a que cette option, entre guillemets, de ce qui l'aurait fait sortir de sa discothèque et aller aller comme ça dans la rue, errer toute seule. Elle se dirige vers le parking. Alors peut-être pour voir si elle n'est pas... Le videur la voit simplement se diriger vers. Hein. Il ne reste pas 3 heures dehors à la regarder. Et je pense que c'est à ce moment-là que son agresseur l'a repérée en voiture. C'est possible. Angélique aurait donc rencontré son agresseur à l'extérieur de la discothèque. Elle disparaît aux alentours de 4 heures du matin, ensuite vers 9 heures, soit 5 heures plus tard. Le cycliste retrouve son corps dans un petit fossé en forêt de Compiègne. Qui donc a massacré la jeune fille? Alors l'endroit où on a retrouvé Angélique, il faut vraiment le connaître. Moi qui vis depuis très longtemps à Compiègne, je ne connaissais pas du tout ça. Il faut vous imaginer que nous sommes dans la forêt, donc il n'y a absolument aucun éclairage public à cet endroit-là. Il y a un dédale d'allées, donc de toute façon déjà rien que pour arriver à cet endroit-là et en repartir sans se perdre, il faut déjà avoir vraiment une très bonne connaissance des lieux. En plus c'est un endroit qui est relativement proche de grandes routes passantes, c'est-à-dire que c'est un endroit très facile pour aller très rapidement se débarrasser d'un corps et reprendre la route comme si de rien n'était. Donc il fallait vraiment connaître cet endroit et savoir qu'à cet endroit, on avait peu de chances d'être dérangé. Ça a ouvert beaucoup de questions. Cette personne-là, elle venait d'où? Pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est un psychopathe? On est parti dans plein de théories, quoi. On a surtout une indication sur le profil de son agresseur, qui est que c'est un individu certainement extrêmement violent. On a tout de suite le pressentiment que c'est forcément quelqu'un de dangereux. Et on se demande ce que ce crime peut signifier pour lui. Une volonté de destruction totale. Séparer la tête d'un individu du reste de son corps, ça a même une des significations très, très fortes pour certaines croyances. C'est presque l'empêcher de reposer en paix. À cet instant, l'enquête ne s'organise simplement qu'autour de 2 éléments. L'assassin est un individu d'extrême dangerosité et il habite certainement Compiègne. Conclusion, une sorte de tueur fou rôde dans cette petite ville tranquille. À Compiègne, en plein centre-ville, la disparition d'une jeune fille, l'avoir retrouvée en forêt de Compiègne, avoir été agressée comme elle a été agressée, ça a été vraiment le choc pour tout le monde à Compiègne. Il y a eu une psychose qui s'est installée, quoi, et plus personne laissait les filles sortir toutes seules. Ensuite, on les accompagnait, c'était complètement dingue. On avait l'impression qu'il y avait une bête qui se terrait dehors et qui attendait pour... Je pense qu'arrivé à un certain moment, on se mettait un couvre-feu. On faisait attention, on était aux aguets, c'est-à-dire que dès qu'on voyait quelque chose, une voiture qui arrivait un peu doucement, on se méfiait. Parce qu'on se dit, il y a quelqu'un qui erre dans cette ville et il peut recommencer. La peur va s'emparer de Compiègne. L'enquête s'annonce déjà longue, très difficile. Malgré leurs recherches, les policiers n'ont aucune piste. Et Marie-Pierre Mazier est peu à peu comme rongée par la douleur profonde suscitée par la disparition de sa fille. Donc pendant les mois qui ont suivi,
j'ai aucune nouvelle. Et puis surtout, je me retrouve toute seule. Je suis enfermée complètement dans mon chagrin, dans ma douleur. J'ai plus envie de rien. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma fille, mais je la retrouverai jamais. Et donc je sors mon petit chien dehors, je vais fumer ma cigarette sur le banc où elle est Angélique, dans le square où on habite. Je sortais de chez moi et j'ai vu donc Marie-Pierre, la maman d'Angélique, traverser le square. J'étais avec ma mère et j'oserais dire on l'interpelle en quelque sorte pour prendre de ses nouvelles, et elle est tellement abattue qu'on se dit que c'est pas possible. Et la première image que j'ai eue, c'était qu'est-ce qui va se passer? Elle va se laisser mourir. Je me suis dit, il va se passer quelque chose de grave si on ne vient pas auprès d'elle. Je me disais, c'est pas possible que sa fille s'en aille et puis qu'elle parte aussi. C'était trop difficile. Donc elle vient vers moi et elle me dit, oh là, mais vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible, vous pouvez pas rester comme ça, va falloir qu'on fasse quelque chose et il faut bouger, il faut faire quelque chose, c'est pas normal. Vous devez pas rester toute seule. Ces deux femmes, ces deux voisines vont tendre la main à Marie-Pierre Mazier. C'est un geste d'amitié, de chaleur, de compassion qui a redonné à cette mère du courage, le courage de se battre. C'est ainsi qu'est née l'association Angélique, un ange est passé. En avril 1999, soit près de 3 ans après le massacre de la jeune fille, l'association organise une manifestation symbolique, un énorme lâcher de ballons. En fait, il y avait 890 ballons qui représentaient 890 jours sans Angélique. 890 jours d'enquête qui n'a rien donné. Il y a un petit message accroché au ballon. Et parce qu'on se dit, il y a sûrement quelqu'un qui sait quelque chose et peut-être que cette personne-là, elle a peur. Elle ne veut peut-être pas parler aux policiers, elle n'a peut-être pas envie. Et c'est un petit peu comme une bouteille à la mer. On envoie, nous, ce sont des ballons. Il y a une émotion parce qu'on voit la photo de notre amie qui s'envole là-haut dans le ciel. Donc il y a une petite symbolique également. Et on voit tous ces ballons s'éparpiller. Et on se pose encore ces fameuses questions, pourquoi? Et on regarde ces ballons s'envoler en espérant que cette réponse, on l'aura un jour. Ouais. Et malheureusement, ça n'a rien donné. Malgré les nombreux appels à témoins, l'assassin d'Angélique reste introuvable. C'est d'autant plus rageant qu'on a cet indice majeur, l'ADN de l'assassin. Mais, on le sait, à l'époque, le fichier d'empreintes génétiques n'était pas assez étendu. C'est alors que l'association Angélique va décider de passer à l'action, se battre pour l'élargissement de ce fichier. L'idée du fichier d'empreintes génétiques étendu à tous les délinquants, c'est ce que nous voulions parce qu'il y avait un fichier qui avait été créé, mais il ne recensait que les délinquants définitivement condamnés. Et moi, dans mon petit esprit, je me suis dit, ça sert à rien, ça sert à rien parce qu'on sait où ils sont. Et donc là, on est parti dans une bataille. On a commencé à écrire au ministre pour être reçu. On a interpellé les députés. On a téléphoné. Il fallait qu'ils sachent qu'on était là, qu'à Compiègne, il s'était passé quelque chose, qu'il y avait une petite jeune fille de 18 ans qui a été assassinée, qui a été violée, et que c'était pas normal que des années après, on n'ait toujours rien, que l'enquête ne donne rien et qu'on ait cet ADN et qu'on ne puisse rien en faire. Marie-Pierre Mazier, épaulée par l'association Angélique, ne lâche rien. Elle en est convaincue, seul l'ADN permettra d'identifier l'assassin de sa fille. Alors, elle va remuer ciel et terre pour que la France se dote d'un vrai fichier élargi à tous les délinquants. En 1999, il décide de frapper à la grande porte le ministère de la Justice, place Vendôme à Paris. À l'époque, c'est Elisabeth Guigou qui est ministre de la Justice. Donc on a apprêté un bus
Et on embarque tous ceux de Compiègne, de notre quartier et tout, qui veulent venir avec nous. On y va avec une banderole marquée Angélique, avec plein de grandes photos d'Angélique. Et on dit, allez, il faut qu'on aille au ministère, devant le ministère. Donc en fait, voilà, on a été reçus et alors, fichier d'empreinte génétique, oulala, c'était pas possible, on peut pas faire ça, vous vous rendez pas compte. Et qu'on ne pouvait pas toucher aux libertés individuelles. D'accord, mais notre liberté à nous alors, elle s'arrête. Si on ne peut pas arrêter les délinquants, si on ne peut pas leur demander un prélèvement, la liberté, elle s'arrête pour nous. Elle est grande ouverte pour les délinquants. Et ça, c'était inadmissible. Il faut dire qu'à l'époque, en France, pour tout le monde d'ailleurs, il existait cette peur viscérale d'être fiché, d'être suivi, surveillé, répertorié, la peur de l'intrusion en somme. L'ADN, c'est vrai, et c'est ce qu'on a de plus profond, de plus intime. Tout semblait donc être bloqué. C'est alors que l'affaire va connaître un rebondissement inespéré. Nous sommes le 9 novembre 2001. Un individu qui se dit projectionniste contacte la police. Il a, dit-il, une révélation à faire sur le meurtre d'Angélique. Alors cet homme qui va être désigné par le projectionniste s'appelle Fernando Gomes Ferreira. C'est un homme dont on sait très rapidement qu'il a quelques problèmes d'ordre psychique, mais il n'est pas considéré comme étant suffisamment malade pour être placé sous tutelle. Et donc c'est un homme qui est d'origine portugaise, qui se trouvait sur Compiègne dans les années 90-96 et qui, curieusement, très peu de temps après l'assassinat d'Angélique, va subitement partir au Portugal en déclarant à sa famille qu'il part parce qu'il a très peur. Et donc, cet individu, c'est Fernando Gomes Ferreira, qui a été tout de suite, bien sûr, interpellé par la police, tout de suite entendu. Et là, je me dis, enfin, ça y est, on va l'avoir, ils vont lui faire un prélèvement ADN, c'est bon, c'est lui, ça peut être que lui. Cet handicapé mental est seul, livré aux questions et à la pression de policiers qui sont convaincus de détenir quasiment le coupable de cette affaire. Donc il faut voir sans doute l'ambiance qui a régné au commissariat de police à ce moment-là. C'est ce parallèle de la chasse à courre, là, où on est en train de... On cerne la bête, là, et évidemment, Fernando Gomes Ferreira, il est cerné de toutes parts par les enquêteurs. Il est vu bien sûr par des médecins qui estiment qu'il est tout à fait capable de tenir un interrogatoire et de répondre aux questions qu'on lui pose. Puis petit à petit, il va dérouler en fait une narration de sa soirée qui va permettre de comprendre qu'il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait, qu'il va désigner sous le vocable de Raphaël, qu'il va refuser d'ailleurs de décrire très précisément parce qu'il explique qu'il en a très peur et que c'est quelqu'un d'extrêmement violent. Et il va expliquer qu'il a suivi donc cet homme dans une espèce de virée du samedi soir et qu'à un moment donné, sur le coup de 3-4 heures du matin, eh bien, ils ont abordé une jeune fille qui sortait d'une boîte de nuit, à laquelle ce fameux Raphaël a demandé une cigarette, qu'elle a refusée. Que ce fameux Raphaël est sorti a embêté Angélique et puis qu'après, lui, il est resté dans la voiture, donc il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et il s'est énervé et il l'a frappé, il l'a enfermé dans le coffre de la voiture, puis il l'a tué et ensuite il s'est débarrassé du corps en forêt. Lorsque Fernando Gomes raconte cette histoire, il explique qu'il a été extrêmement choqué par ce qu'il a pu voir. Il se décrit dans un état de sidération qui fait qu'il n'a absolument rien pu faire. Dès le début de cette affaire, évidemment, on fait les ADN, on regarde si on retrouve une trace, la plus infime soit-elle, de l'ADN de Fernando Gomes Ferreira. Parce que s'il a participé à ces faits, même sans en être l'auteur principal, il est possible qu'il ait à un moment ou à un autre eu un contact, soit avec les vêtements, soit avec le corps de la malheureuse victime. Rien. Prélèvement ADN sur Fernando Gomes Ferreira, négatif. C'est donc pas lui le violeur et l'assassin d'Angélique.
Reste donc ce fameux Raphaël qu'il dénonce. Qui est cet individu? Où est-il? Les enquêteurs retrouvent finalement sa trace au Portugal. Ils le placent en garde à vue, l'interrogent et surtout prélèvent son ADN. Et la surprise, mauvaise surprise, cet ADN ne correspond pas à celui du fichier. Mais ce qui est pire, les enquêteurs vont s'apercevoir que cet homme, ce Raphaël, n'était même pas en France au moment des faits. Fernando Gomes Ferreira a donc menti. Et pourquoi? Nous avons affaire à un homme qui est extrêmement effrayé par l'individu qui l'accompagnait ce soir-là à un point tel qu'il a quitté le territoire français, qu'il n'y est revenu que des années plus tard, à un moment où il imaginait que peut-être il serait à l'abri. On voit mal peut-être Fernando Gomes venir nous livrer l'identité précise de l'homme qui l'accompagnait ce soir-là, dont il sait qu'il est toujours en liberté. La peur qu'il avait en 1996, elle est toujours prégnante lors de ses interrogatoires en 2001. Et elle peut expliquer qu'il ait conduit les enquêteurs sur une fausse piste. Fernando Gomes Ferreira aurait donc orienté les enquêteurs sur une fausse piste. Pourquoi? De peur de représailles? C'est en tout cas ce que pensent les enquêteurs, car Gomes a livré des aveux bien trop détaillés, bien trop précis pour ne pas avoir au moins assisté au supplice d'Angélique. Il est donc mis en examen, incarcéré pour complicité de meurtre en 2001. Mais en l'absence d'éléments concrets, il est remis en liberté conditionnelle 2 ans plus tard, le 30 avril 2003. L'enquête repart à zéro. Ce que j'ai ressenti, moi, c'est... Je vais recommencer à zéro. C'est pas possible, c'est pas possible. On va jamais y arriver, c'est ça que on va jamais y arriver. Ils me l'ont sorti, c'est pas lui. On n'arrivera jamais à trouver qui c'est qui m'a enlevé ma fille. Parce que pour moi, Gomes Ferreira, il est dedans, c'est sûr. Il a rien fait, mais il était là. 6 ans après le crime, on commence à entendre de la part de membres du corps de la magistrature, il va falloir que vous prépariez la famille à ce qu'il n'y ait jamais d'issue. Il va falloir que vous prépariez la famille à ce que la justice a ses limites et que on ne pourra pas aller plus loin. Mais moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Moi, j'ai envie qu'on me dise on va travailler, on va tout faire. Ok, on a perdu Gomes, c'est pas lui. Enfin, on l'a toujours sous la main, mais c'est pas lui. On va le trouver. C'est ça que j'ai envie d'entendre de la part des enquêteurs. On me dit même, vous savez que ce dossier coûte cher. Vous savez que chaque empreinte génétique comparée à celle du dossier, chaque prélèvement, et on me met la facture sous les yeux, coûte un argent fou à l'État. À un moment donné, il faut aussi que la famille ait un sens civique et se dise qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ok, ils ont un dossier, ils ont une enquête à faire. Mais derrière toutes ces feuilles-là qu'il y a un visage, il y a un prénom. Ce prénom, c'est Angélique. Le visage, c'est le visage de Angélique. C'est pas le numéro truc machin, c'est Angélique. C'est ma fille. Et je veux qu'il travaille et je veux qu'il s'y arrive. Et je vais tout faire pour. Puisque le ministre de la Justice ne veut pas les entendre, Marie-Pierre Mazier et ses amis vont alors s'adresser au ministre de l'Intérieur. À l'époque, il s'agit de Nicolas Sarkozy. Dès son entrée au gouvernement, il avait décidé d'organiser des journées consacrées aux victimes et aux parents d'enfants victimes. L'association, Angélique, va en profiter. Nous sommes en 2005. Cela fait maintenant 10 ans que la jeune fille a été massacrée. Et là, comme on était très en colère, toujours pas de fichier comme on voulait, des enquêteurs qui n'avaient plus envie de travailler, Isabelle s'est levée pour poser sa question. Beaucoup de gens prennent la parole, malheureusement, j'oserais dire, pour dire « Monsieur le ministre, vous êtes beau, merci, merci ». Mais moi, j'y allais pas pour ça. Donc à partir de ce moment-là, je prends la parole. Angélique, malheureusement, le dossier n'avance pas. Je pense qu'au niveau de la police judiciaire de Creil, le dossier d'Angélique va être à côté de la machine à café. Peut-être que quelqu'un prend le temps de temps en temps de tourner une page. On parlait quand même de ces flics à Nicolas Sarkozy. Il a changé de couleur, sincèrement, il a changé de couleur. Et là, il a dit... Croyez-moi, je suis de votre côté. La maman d'Angélique, je la connais bien, elle est ici. Deuxièmement, faut pas qu'elle recommence à pleurer. Non.
Et je sais parfaitement quelle est cette affaire. Je vous le dis, la semaine prochaine, Michel Marty-Montaigne elle-même rencontrera la maman d'Angélique. Il a élargi le fichier d'empreintes génétiques à tous les délinquants. Tous les délinquants. Et là, ça a été... Là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, on va avoir l'assassin d'Angélique. Première victoire, maintenant, c'est bon, on va le trouver. Grâce au combat, à l'entêtement de Marie-Pierre Mazier et de son association, tous les enquêteurs de France ont à présent un outil de travail performant. Leur façon de travailler, d'enquêter, va d'ailleurs beaucoup changer. Le fichier général permet à présent de comparer les empreintes génétiques de tous les individus soupçonnés ou impliqués dans un crime ou un délit. C'est un combat énorme qui, en 2005, vient d'être remporté sur la passivité des politiques par des femmes, j'allais dire, ordinaires, mais justement pas, en tout cas qui ne connaissaient rien à la justice. Grâce à ces femmes, les chances augmentent de trouver l'assassin, c'est logique. Mais... Malgré ce fichier d'empreintes génétiques qui tourne à plat régime, hein, ça va, il travaille bien, il y a pas mal d'empreintes ADN dans ce fichier, mais il n'y a pas la nôtre. Donc on n'arrive pas à retrouver celui qui a violé et tué Angélique. Donc je me dis, bon, de toute façon, on va attendre, ça va tomber, ça va finir par tomber. C'est impossible autrement. Avec tout ce qu'on a fait, c'est pas possible. Donc forcément, cet homme-là, vu le crime qu'il a fait, il peut pas rester tranquille toute une vie. Non, c'est impossible. Donc on garde cet espoir qu'un jour. Un jour, il fera une erreur. Un jour, ce fichier sera assez étendu pour qu'on puisse retrouver cet homme. Tous les matins, quand on attend ce coup de fil qui va nous dire « ça y est, on l'a, c'est sûr », là cette fois-ci c'est sûr, on l'a, c'est lui, on l'a. Tous les matins, quand je me réveille, j'attends ça, j'attends ça. Ce sera une attente interminable, douloureuse. Le meurtre barbare d'Angélique doit-il rester à jamais impuni? C'est alors qu'en mai 2011, cela fait 15 ans qu'Angélique a été assassinée, Marie-Pierre Mazier est convoquée par le juge d'instruction. Et je vois M. Maillot, le juge d'instruction de Senlis, donc qui a en charge le dossier d'Angélique, qui arrive dans le couloir avec une tête. Je dis bon, je regarde tout de suite Maître Bélier. Je dis oh là là, il va m'annoncer qu'on ferme le dossier. Il me dit voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui. La bonne nouvelle, c'est que on a retrouvé celui qui a violé Angélique. Et là, je peux même pas expliquer ce que je ressens. C'est tellement, je me dis, enfin, parce que s'il me le dit, comme ça, c'est que c'est vrai. Nous pouvons enfin mettre un nom sur l'empreinte génétique. Ce nom, donc, c'est celui de José Mendes Furtado. Nous apprenons son âge, 51 ans. Nous apprenons qu'il est père de famille, qu'il a des enfants. Et très vite, nous avons besoin d'en savoir plus. Il vivait à côté de chez moi, à quelques centaines, peut-être 1 kilomètre quand même. 1 kilomètre de chez moi. Il devait se tenir informé de tout ce que je faisais, de tout ce que je disais. Il lisait les journaux, il écoutait la presse, il regardait la télé. Enfin, bon, c'était... Il savait absolument tout ce que je faisais. Il savait qui j'étais. Et donc, il faisait très attention. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et nous apprenons que si son empreinte se retrouve dans le fichier, c'est parce qu'il a été accusé par son épouse de violences répétées. Parce qu'il a été entendu dans le cadre d'une plainte pour violence conjugale, eh bien, il va avoir un prélèvement, il va subir un prélèvement d'ADN. Nous pensons qu'il sait à ce moment-là que ce n'est plus qu'une question de temps, mais que son empreinte va être comparée avec celle du fichier. Et donc qu'on va savoir, la vérité va se faire jour. Ça, c'était la bonne nouvelle. On sait qui, enfin. Mais reste l'autre nouvelle, la mauvaise. Et donc, il attend pas, parce que
il sait ce qu'il va me dire après. Lui, il sait ce qu'il va me dire après. Donc, il n'attend pas. Il me dit la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est mort. Décidément, on n'aura pas eu de chance jusqu'au bout, quoi. Il savait que c'était terminé pour lui. Et pourri jusqu'au bout, il s'est suicidé. C'est pas un acte de bravoure, c'est un lâche. Il va retrouver son épouse, il va littéralement l'enlever. Il va l'emmener en forêt, toujours cette fameuse forêt de Compiègne. Il va la tuer avec un couteau. Et il va asperger son corps d'essence et il va y mettre le feu. Et ensuite, il va tenter de se tuer lui-même, d'abord en provoquant un accident, ensuite en tentant de s'immoler également par le feu, puis finalement en se jetant à l'eau et en se noyant. Il a tué sa femme au mois de mars et il s'est suicidé. Et nous, le fichier d'empreinte génétique, il a matché que le 3 mai. Alors qu'on avait l'ADN de Furtado depuis le mois de février. Ça met du temps. Ça a mis trop de temps. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. À 3 mois après, si je me rappelle bien, je me dis, c'est pas possible. Et je m'effondre. Quand mes enquêteurs de Lille viennent me voir à la maison après, ils me présentent des photos. Des photos de Furtado. Je me dis, ce mec-là, j'ai déjà vu quelque part. Et il est passé sur mon lieu de travail. Il s'est rapproché de moi, parce qu'en plus, je travaille dans une zone où... dans un hypermarché, mais dans une zone où je suis en contact direct avec les clients. J'ai pas de caisse entre moi et les clients. Et il est passé là. C'est horrible, hein. Je me dis, mais ce mec-là, je l'ai vu et il est passé à mes caisses, j'en suis certaine. J'ai dû lui parler, il faut vraiment être dans une perversité, je ne sais même pas si le mot est assez fort pour faire ce genre de choses. Avoir tué une jeune fille et aller sur le lieu de travail de sa maman, c'est l'horreur jusqu'au bout. J'aurais tout vu, tout eu. C'est monstrueux. Si l'assassin est mort, reste son complice. Était-il vraiment complice, Gómez Ferreira? Depuis sa remise en liberté provisoire en 2003, il reste aujourd'hui encore mis en examen pour complicité de meurtre. Mais son état psychique s'est gravement dégradé. Il a dû être placé en hôpital psychiatrique. Connaissait-il Furtado? Car Furtado est d'origine capverdienne, sa langue natale est donc aussi le portugais. Furtado était-il ce Raphaël qui le terrorisait et qui l'a dénoncé comme étant l'assassin d'Angélique? La folie de Gómez va-t-elle finalement l'exempter de dire la vérité, donc de se protéger? Le juge d'instruction va évidemment interroger Fernando Gómez Ferreira, puisque c'est le dernier élément du dossier. Je dirais que c'est la dernière porte à fermer de ce dossier. Et il va lui demander s'il le connaît. Et l'autre dit non, ça me dit rien. Et il va lui montrer évidemment la photo. Il va lui montrer un panel de photographies, est-ce que vous reconnaissez, etc. Et Fernando dira évidemment qu'il ne le reconnaît pas. Donc je pense que la boucle est bouclée, le dossier devrait être fermé. Je vis dans un monde qui est le monde de la justice pénale où j'ai beaucoup de mal à croire aux coïncidences. La communauté portugaise, mais là encore c'est seulement ma conviction, sur Compiègne n'est pas une communauté aussi importante, et qu'ils avaient aussi en commun le fait d'être tous les deux maçons. Mais ce lien-là, avec certitude et avec le recul, on ne peut pas l'établir. Et on peut d'autant moins l'établir que celui qui pourrait nous permettre de le faire, c'est Fernando Gómez, et qu'aujourd'hui, sa mémoire est dans un tel état qu'il a même du mal à se souvenir de ce qu'il a fait la veille. Un non-lieu devrait donc être prononcé en faveur de Gómez Ferreira. Pour la mère d'Angélique, le destin lui a donc volé ce qu'elle attendait le plus au monde, c'est-à-dire ce face-à-face avec l'assassin pour le fixer dans les yeux et lui réclamer de quel droit il avait massacré son enfant. J'aurais jamais le face-à-face que j'aurais voulu avoir avec Furtado.
C'est dommage parce que ce que je voulais voir, c'était son regard, c'était son visage, c'était ses mains. Parce que c'est la dernière chose qu'Angélique elle a vue. C'est horrible, hein? Pour une famille, c'est la dernière personne qui a vu votre enfant vivante. C'est celle qui était là au moment où votre enfant est mort. Ça crée une espèce de lien qui est un lien horrible, mais un lien. Et vous avez plein de questions, les questions toutes les plus affreuses les unes que les autres. Est-ce qu'elle vous a supplié? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Parce que vous avez besoin, c'est le morceau du puzzle qui vous manque pour arriver à faire votre deuil. Il m'a tout enlevé. Il m'a enlevé ma fille, il a foutu ma vie en l'air. Et en plus, il n'a pas eu le courage de se présenter devant moi. Furtado s'est tué pour ne pas avoir raconté pourquoi, comment il a assassiné Angélique. Durant des années, cet homme s'est sans aucun doute réveillé chaque matin en se demandant quand on allait le retrouver. C'est finalement cette terreur qui lui a donné la force de se tuer. Impossible de se justifier d'avoir violé puis poignardé, impossible de demander pardon pour ce qui est impardonnable, impossible pour celui qui s'est caché longtemps d'affronter les yeux de la mère de celle qui l'avait supplié de ne pas la tuer. Marie-Pierre, c'est ma grande sœur. C'est quelqu'un de formidable, avec une force, une volonté. Mais elle s'est battue comme une lionne, Ce petit bout de femme d'à peine 1m60, en fait, voilà, elle ressemble à Goliath, quelque part, parce qu'elle va mener des combats, elle va les frapper à tous les ministères. En plus, c'est pas son milieu, Marie-Pierre. Elle est caissière dans un supermarché. Du jour au lendemain, elle a été plongée dans quelque chose de complètement dément, complètement inconnu. Et elle a décidé de mener un combat, quoi, et un combat qui, je pense, de toute façon, apportera quelque chose. Dans le sens où le fichier génétique, il aide à résoudre des affaires. Toutes les vies qui seront sauvées grâce à ça. Ces animaux qui sont dans les rues, là, qui seront mis en prison grâce à une empreinte ADN, qui ne pourront pas perpétrer d'autres destructions, c'est énorme. Angélique a vraiment eu la chance d'avoir cette maman-là. Et puis elle, on la gardera tout jamais dans notre cœur, en fait. J'ai moi-même des enfants. Moi, tous les soirs, mes enfants, ils sont dans leur lit. Je les regarde, je les observe. Et je voudrais pas voir son manque. Moi, c'est rien ce que je ressens, c'est vraiment ce qu'a subi Angélique. Et si seulement tout le monde pouvait comprendre ça. Je suis la victime à travers Angélique, mais la première victime, c'est Angélique. Ne vous trompez pas, c'est Angélique la victime. C'est pas moi, c'est personne d'autre, c'est Angélique. Marie-Pierre Mazier ne se consolera jamais. Mais au contraire de beaucoup, elle ne s'est pas réfugiée dans le seul chagrin. Elle a cultivé sa rage pour faire bouger les choses, c'est-à-dire cette machine justice qui souvent a besoin de chocs violents pour enfin comprendre. Si aujourd'hui d'énormes ordinateurs lui livrent à cette justice des assassins parce qu'ils ont laissé les traces de leurs crimes, c'est parce qu'une mère, cette mère, a crié si fort qu'un ministre l'a entendu puis l'a écouté. Ce fichier des empreintes génétiques, il devrait avoir un nom. Celui d'Angélique, c'est sa trace, à elle.